Frank Cotroni était un chef du crime italo-canadien de la famille Cotroni. Cotroni est né à Montréal en 1931. Son frère aîné Vincenzo avait 20 ans de plus, étant né en 1911 à Mamola en Calabre, avant d'émigrer à Montréal en 1924. Vincenzo s'était impliqué dans le crime organisé à la fin des années 20 et dans les années 30 participait aux élections à coups de batte de baseball, servant de gros bras pour le Parti libéral du Québec et l'Union nationale. Il intimidait les partisans des partis rivaux et bourrait les urnes. Grâce à ce rôle dans ces élections frauduleuses, la famille Cotroni a bénéficié pendant des décennies de la protection des politiciens québécois. Entre 1953 et 1957, Carmine Galante, un mafieux new-yorkais, a vécu à Montréal. Pendant son séjour au Canada, Galante a scellé une alliance entre la famille Bonanno de New York et la famille Cotroni de Montréal, consolidant ainsi la domination des Cotroni sur le crime organisé à Montréal. Cotroni a été arrêté pour la première fois en tant qu'adulte en septembre 1960 pour possession d'une arme. Pendant qu'il était en liberté sous caution en novembre 60, Cotroni et ses hommes ont pénétré dans le Chez Paré et ont détruit tout ce qui s'y trouvait à l'aide de battes de baseball, causant des dégâts estimés à 30 000 $. Cotroni a été entendu, criant en français « Ils me payeront, même si je dois attendre jusqu'à ma mort ». Lui et ses hommes ont été arrêtés en sortant de l'établissement. Ce soir-là, un groupe d'étudiants détenus dans une prison de Montréal pour comportement ivre et pour avoir jeté une bouteille de bière sur un policier se sont retrouvés dans la même cellule que Cotroni et ses hommes. Les étudiants ont été impressionnés par la gentillesse de Cotroni, qui a donné son manteau de fourrure coûteux à l'un d'eux qui n'avait pas de manteau. Ils ont été stupéfaits d'apprendre plus tard que cet homme aimable était le même qui avait détruit le Chez Paré quelques heures auparavant. Le 1er juillet 1966, Cotroni a loué une maison située juste en face d'une succursale de la Décarie Boulevard City and District Savings Bank. Un groupe d'hommes composé de Paul Desormier, père, de ses 3 fils Michel, Paul Jr. et Pierre, ainsi que de Joe Howard du West End Gang, a commencé à creuser un tunnel depuis le sous-sol de la maison louée par Cotroni jusqu'au coffre-fort de la banque, situé de l'autre côté de la rue. Le 31 mars 1967, les 5 hommes ont été arrêtés dans leur tunnel de fortune alors qu'ils s'apprêtaient à percer le coffre-fort de la banque. Peu après, Cotroni a été accusé de complot en vue de commettre un vol, au motif qu'il devait être au courant qu'un tunnel était creusé depuis la maison qu'il louait. Cependant, les associés de Cotroni ont refusé les accords de plaidoyer offerts par la couronne en échange de peines réduites s'ils le désignaient comme le cerveau derrière cette tentative de vol, ce qui a conduit à l'acquittement de Cotroni lors de son procès en 1971. À la fin des années 60, les Cotroni ont eu des conflits violents avec le mafieux québécois Richard Blass, avec Joe Di Molo, associé des Cotroni, jouant un rôle clé dans cet affrontement. Le 7 mai 68, Blass et Robert Allard ont tenté une embuscade contre Frank devant son domicile. 2 de ses gardes du corps ont été tués, mais Frank a réussi à s'échapper. Les principales activités illicites de Cotroni étaient le trafic de drogue et l'extorsion dans le secteur du travail, bien qu'il ait également exercé diverses professions légales, notamment restaurateur, promoteur de boxe, propriétaire de clubs de striptease à Montréal et à Toronto, fabricant de céramique et propriétaire d'une entreprise de distributeurs automatiques. Cotroni entretenait des liens avec des trafiquants de drogue notoires à New York, Cali, Lima et Miami. Il importait également du hashish du Liban. En 1969 et 1970, la police a surpris Cotroni discutant à plusieurs reprises avec Tommaso Buscetta, membre influent de la mafia sicilienne, ce qui marquerait le début de ses activités de contrebande d'héroïne. En plus de ce trafic, Cotroni s'est impliqué dans la traite humaine, facilitant l'entrée clandestine d'immigrants illégaux. Ces immigrants se divisaient en 2 groupes. Le premier groupe regroupait des criminels interdits d'entrée au Canada en raison de leurs antécédents judiciaires, venus poursuivre leurs activités criminelles. Le second comprenait des travailleurs ultra bon marché pour des emplois pénibles, tels qu'ouvriers du bâtiment, éboueurs ou plongeurs dans des restaurants. Le Canada servait principalement de point de transit pour ces immigrants, leur destination finale étant généralement les États-Unis. En 1970, Cotroni et son frère Vic ont assisté à un sommet à Acapulco réunissant des gangsters du Canada, des États-Unis, de la France et du Mexique pour discuter de la prise de contrôle de l'industrie des casinos, alors sur le point d'être légalisée au Québec. Le sommet était présidé par Meyer Lansky représentant la Commission de New York. Cependant, ces plans sont devenus caducs lorsque Robert Bourassa, face à la crise d'octobre 70, a renoncé à la légalisation des casinos. Le 18 février 71, accompagné de son avocat Sidney Leisman, Frank Cotroni a convoqué une conférence de presse pour discuter de son arrestation au Mexique le mois précédent. C'était la première fois qu'un chef mafieux organisait une conférence de presse au Canada, ce qui reflétait la personnalité audacieuse de Cotroni. Contrairement à ses frères,
Cotroni appréciait l'attention médiatique et était moins attaché aux règles traditionnelles de la mafia. Lors de cette conférence, il a insisté sur le fait que son arrestation à Acapulco pour possession de bijoux volés résultait d'une erreur d'identité. Cependant, il n'a pas mentionné qu'il se trouvait au Mexique pour discuter de la mise en place d'un réseau de contrebande d'héroïne vers les États-Unis et le Canada. Cotroni est entré en conflit avec les frères Dubois. Après que son beau-frère Richard Desormiers ait menacé de tuer un membre du gang Dubois dans une boîte de nuit de leur appartenant, Claude Dubois a contacté Cotroni pour lui transmettre un avertissement. Desormiers ferait mieux de se calmer ou quelqu'un s'occupera de lui. Desormiers, dont la sœur Pauline était mariée à Cotroni, a ignoré cette menace. Le 22 juillet 1973, il a été abattu dans un bar. Le 10 juillet 1973, 2 membres de la famille Cotroni furent assassinés par des motards hors-la-loi québécois travaillant pour Angelo Facchino, un trafiquant d'héroïne. Cet événement provoqua une réunion entre Frank Cotroni et Paolo Violi le 31 juillet 1973. Il fut convenu que Cotroni éliminerait ces motards fous pendant que Violi se chargerait de Facchino. Le 2 septembre 1973, Facchino fut abattu par 2 tueurs à gages de la famille Cotroni, Tony Vanelli et Moreno Gallo. Peu après, un autre membre de la famille, Tony Di Genova, fut également tué. Dans une autre conversation enregistrée, Violi exprima une grande colère contre Cotroni, qu'il accusait de gaspiller trop d'efforts dans une traque des 2 Français. Le 9 novembre 1973, Cotroni, accompagné de Frank Dasti, Paul Hodo, Guido Orsini et Giorgi Asafi Balla, fut inculpé à New York pour avoir introduit en contrebande 9 kilos de cocaïne du Mexique à New York le 9 janvier 1971. Le 8 novembre 1974, Frank Cotroni fut arrêté à la suite d'une demande d'extradition des États-Unis, l'accusant d'avoir introduit en contrebande pour 3 millions de dollars de cocaïne importée du Mexique aux États-Unis. Cotroni contesta cette demande d'extradition jusqu'à la Cour suprême du Canada, qui rejeta son appel, menant ainsi à son extradition. Le 7 janvier 1975, Thomas Puccio, procureur adjoint du district de New York, déclara devant un jury que Cotroni, en collaboration avec Frank Dasti, agissait comme un intermédiaire reliant vendeurs et acheteurs. En 1975, grâce à ses liens avec la famille Bonanno de New York, Frank Cotroni fut reconnu coupable de trafic d'héroïne pour une valeur de 3 millions de dollars, en passant par le Mexique pour acheminer la drogue à New York. Il fut condamné à 15 ans de prison, mais bénéficia d'une libération conditionnelle après 4 ans, à la condition de ne pas retourner aux États-Unis. Pendant son incarcération, Frank rencontra un autre détenu, le Québécois Réal Simard, neveu d'Armand Courville, un associé de longue date de Vic Cotroni. Après leur libération en 1979, Simard devient le chauffeur de Frank, puis son tueur à gages. Frank considérait Simard comme un neveu. Un autre protégé québécois de Cotroni fut Claude Faber, qui avait épousé sa nièce et se spécialisait dans la prise de contrôle des syndicats au profit de la famille Cotroni. Souvent décrit par les médias comme le bras droit de Cotroni, Faber fut plus tard condamné pour trafic de cocaïne et pour le meurtre de Claude Ménard en 1982. Durant la violente guerre entre les factions mafieuses montréalaises opposant la faction sicilienne dirigée par Niccolo Rizzuto à la faction traditionnelle de la famille Cotroni, Paolo Violi, capitaine intérimaire pour Vic Cotroni, ainsi que ses frères, furent assassinés, tout comme d'autres membres, entre le milieu des années 70 et le début des années 80. Ce conflit s'acheva avec la victoire de la famille Rizzuto, qui prit le contrôle des opérations à Montréal. Pendant son incarcération dans la rangée des mafieux de la prison fédérale américaine de Lewisburg, Cotroni renforça ses liens avec des mafieux américains. Ces connexions sont considérées comme ayant sauvé sa vie à son retour à Montréal. La famille Rizzuto ne souhaitait pas éliminer quelqu'un disposant de relations aussi solides avec les chefs de la mafia américaine et possédant des réseaux de trafic de drogue à l'échelle mondiale. Durant son séjour à Lewisburg, Cotroni tenta de négocier une réduction de peine en proposant un marché à la justice américaine. Il prétendait pouvoir révéler à la police fédérale l'emplacement de 850 000 $ en fausse monnaie américaine accompagnée des plaques d'impression utilisées pour les produire. Cette affaire a failli lui coûter la vie. Alphonse Sonny Red Indelicato, un capitaine de la famille Bonanno, ignorant la nature frauduleuse de l'offre de Cotroni, ordonna son assassinat, le qualifiant de rat ayant violé l'omerta. Cependant, William Masselli, un capitaine de la famille Genovese, intervient pour empêcher cet ordre. Dans un enregistrement téléphonique réalisé par le FBI, Masselli déclarait « Il allait tuer ce type pour rien. Vous voyez comment on peut se faire buter pour rien ? Il allait presque marquer ce gars à tort, ce Frank Cotroni. Alors, Sonny Red m'a appelé cette semaine, et je le connais bien, Sonny. C'est pourquoi je vous montre ça et je veux que ça reste ici par ce gars-là et avec nous. Je veux savoir quelle est la foutue histoire là-dessous.
En attendant, je dois y retourner lundi ou mardi pour lui dire que vous accusez ce gars pour rien. » Finalement, le département de la justice refusa l'offre de Cotregny, ayant identifié sa proposition comme une tentative de manipulation pour acheter sa sortie de prison. Après le début des années 80, la faction calabraise continua d'opérer sous la direction de Franck Cotregny, qui assuma le rôle de parrain intérimaire en raison de l'état de santé déclinant de son frère Vic. Ce retour à Montréal marqua le moment où Franck Cotregny devient une figure médiatique dans la ville. Longtemps éclipsé par son frère Vic et par Paolo Violi, Franck s'imposa comme le visage de la famille après l'assassinat de Violi et l'aggravation de la maladie de Vic. Franck entretenait une image publique bien visible, assistant régulièrement à des matchs de boxe et de hockey tout en circulant dans Montréal à bord de sa Lincoln Continental, conduite par son chauffeur Réal Simard. Grand fan des Canadiens de Montréal, Cotregny était un habitué de la patinoire Molson, où il assistait à presque tous les matchs, tout comme il ne manquait aucun événement de boxe. Dans son autobiographie, Le Neveu, publiée en 87, Simard décrivit un Franck Cotregny amer face à la montée en puissance de la famille Rizzuto, au détriment de la sienne. Franck nourrissait l'ambition de reprendre la place de la première famille mafieuse au Canada, occupée désormais par les Rizzuto. En janvier 80, Franck ordonna à Simard de tuer Michel Fatso Marion, qui l'accusait de s'attaquer à ses affaires. Simard exécuta Marion. En juin 81, Simard assassina Giuseppe Montegano, un petit trafiquant de cocaïne de Montréal, dans le club privé de Francesco Cotregny, fils de Franck. Montegano était suspecté d'être un informateur de la police et avait eu des différends avec Francesco. Après une réunion tendue avec Michel Pozza, conseiller financier de la famille Cotregny, Franck exprima son mécontentement à Simard en disant « Il faut faire quelque chose à son sujet », ce que Simard interpréta comme un ordre d'élimination. Pozza, originaire de Trento dans le nord de l'Italie, avait rejoint la famille Cotregny en 1976 comme blanchisseur d'argent et conseiller, un statut rare pour une personne ne venant pas du sud de l'Italie. Le 27 septembre 1982, après un dîner en compagnie de Franck et de Simard, Pozza quitta la table avec une poignée de main de Franck, qui lui assura qu'ils resteraient toujours amis. Plus tard dans la soirée, de retour chez lui, Pozza fut abattu par Simard qui l'attendait dans son allée. Cotregny poursuivit son alliance avec la famille Genovese, étant lié à une saisie d'héroïne par les douanes américaines le 27 janvier 1982 dans un entrepôt appartenant aux Genovese, à Brooklyn. Cette héroïne était supposée avoir été introduite aux États-Unis avec l'aide de Cotregny. Un rapport du FBI, daté du 17 mai 1982, indiquait qu'un membre senior de la famille Genovese trafique de l'héroïne à grande échelle avec Franck Cotregny basé au Canada. Le rapport précisait également que cet individu se rendait régulièrement à Montréal pour organiser l'expédition en gros d'héroïne des Cotregny vers les États-Unis et que les Cotregny entretenaient des liens solides en Sicile, leur garantissant un approvisionnement illimité en héroïne. Le 26 juillet 1982, les enquêteurs découvrirent que Cotregny avait transféré 93 000 $ de Montréal vers une banque en Italie, paiement pour une expédition d'héroïne qui devait arriver à New York à la même date. En 1983, Cotregny fut inculpé par un grand jury du Connecticut pour une accusation de complot en vue de faire du trafic d'héroïne avec 5 autres hommes à New York et pour 3 chefs d'accusation concernant le transport illégal de plus de 5 000 $ depuis Bridgeport, Connecticut, jusqu'à Montréal. En juillet 83, Franck envoya Réal Simard en Ontario pour rencontrer Johnny Papalia à Hamilton, au nom de Franck. Papalia, le parrain le plus puissant de Hamilton, accepta la présence de Simard dans le sud de l'Ontario, étant donné que la famille Cotregny surpassait la famille Papalia. Le moment crucial de la rencontre entre Papalia et Simard survient lorsque ce dernier appela Cotregny à Montréal et lui passa le téléphone. Cotregny confirma alors que Simard le représentait. Franck prit ainsi le contrôle du marché ontarien avec Simard qui amenait des stripteaseuses québécoises dans les clubs de Toronto, tout en permettant à Papalia d'installer ses machines de flipper dans ses établissements. Cotregny visita fréquemment Toronto accompagné du boxeur Eddie Mello, qui servait de garde du corps. Il rencontrait généralement Simard et Rocco et séjournait toujours au Delta Chelsea Inn, où une jeune femme qui y travaillait était aussi sa maîtresse. Grâce à l'alliance avec Papalia, Cotregny était désormais bien positionné pour prendre le contrôle du milieu criminel de Toronto. Fin 83, Roy McMurtry, le procureur général de l'Ontario, convoqua secrètement tous les chefs de police de la province à une conférence à Toronto. Dans une note conjointe adressée à McMurtry, ils déclarèrent «
Notre plus grande préoccupation doit être la famille Cotronny de Montréal. Il va de soi que nous considérons Frank Cotronny comme notre menace la plus sérieuse. Cotronny aurait déclaré que Toronto représentait un marché aussi lucratif que Montréal, mais qu'à la différence de Montréal, la police de Toronto n'était pas aussi corrompue, rendant le marché torontois plus difficile à exploiter. En novembre 83, Réal Simard et son associé Richard Clément tuèrent Mario Héroux, mais blessèrent gravement Robert Etu. Etu témoigna contre Simard, ce qui conduisit à l'arrestation et à la condamnation de Simard. Cependant, il se tourna vers les autorités et devient informateur contre Frank Cotronny et sa famille. Pour remplacer Simard en tant qu'agent à Toronto, Cotronny engagea le boxeur Eddie Melo. Le 16 septembre 1984, Vic Cotronny mourut d'un cancer, laissant Frank prendre la tête de la famille. Cotronny, un passionné de boxe, domina l'industrie de la boxe au Québec. L'opération Borgia, menée par la Gendarmerie royale du Canada, conclut que Cotronny entretenait des liens étroits avec 40 boxeurs, entraîneurs et promoteurs. Cotronny était particulièrement proche de deux boxeurs de Toronto, Eddie Melo et Nicky Furlano, tous deux entraînés par Travis Sudgen, un autre ami de Cotronny. Il est largement accepté que les combats de boxe au Canada étaient truqués par Cotronny. La police provinciale de l'Ontario allégua qu'un match de boxe à Toronto en avril 84 entre Furlano et Hiron Prior avait été truqué par Cotronny. Une commission royale dirigée par le juge Raymond Bernier de la Commission de la sécurité des sports du Québec examina la boxe en interrogeant 105 personnes entre octobre 84 et juillet 85. Le rapport présenté en mars 86 fut tellement accablant que beaucoup de sections furent censurées par le gouvernement québécois. Toutefois, certaines de ces portions censurées furent divulguées au journaliste Michel Auger du Journal de Montréal, qui les publia dans son journal. Bernier écrivit « Si cela s'était passé dans le baseball, le football ou le hockey, ça serait un scandale national. » Il qualifia Cotronny de l'esprit directeur de la boxe à Montréal, soulignant que la famille de boxeurs Hilton, surnommée la Fighting Hilton Family, travaillait pour lui et que les combats à Montréal étaient probablement truqués. La commission précisa que les boxeurs au Québec devaient signer des contrats exploitants, leur imposant de remettre la moitié de leurs gains non seulement de leurs combats, mais aussi de tout emploi non lié à la boxe, à des personnes associées à Cotronny. Le rapport indiqua que Cotronny payait les factures du boxeur Dave Hilton Sr., y compris son loyer, ses courses, ses meubles et ses vêtements. Cotronny était décrit comme l'unique personne capable de contrôler l'alcoolique Hilton Sr., et en retour, il contrôlait les carrières des 4 fils Hilton, tous boxeurs. Un promoteur de boxe montréalais, Henry Spitzer, déclara « Le père est toujours ivre, et j'ai besoin de l'aide de Cotronny pour le maintenir sous contrôle. » Le rapport mentionnait également que Cotronny et ses associés prenaient un pourcentage des revenus de certains boxeurs, précisant qu'un accord signé en novembre 81 stipulait que le boxeur Dave Hilton Jr. partagerait la moitié de ses gains avec Cotronny, soit une somme de 100 000 $. La commission Bernier accusa Cotronny d'exploiter la famille Hilton, qui était victime de son ignorance juvénile et de sa soif de gloire. Le rapport indiqua qu'un contrat signé entre les Hilton et le promoteur de boxe américain Don King le 31 janvier 85 était en grande partie l'œuvre de Cotronny. L'avocat des Hilton, Frank Ciuffi, fut largement exclu des négociations qui furent menées par les avocats de Cotronny et de King. Le rapport conclut « Les Hilton ont cédé tout et ont reçu peu en retour. Par exemple, la bourse minimale pour un éventuel combat de championnat est ridiculement basse à 150 000 $. Il fut précisé que la valeur réelle d'un combat de championnat pour les frères Hilton aurait dû être proche des 500 000 $. Une écoute téléphonique policière a révélé que Cotronny avait appelé Hilton Senior depuis sa cellule de prison où il était incarcéré à l'époque pour lui dire que le contrat avec Don King était un bon contrat. L'avocat des Hilton déclara au Globe and Mail qu'il n'était pas satisfait du contrat que les Hilton avaient signé avec King, en affirmant « J'aurais obtenu une garantie d'1 million de $ pour les garçons, avec de grosses primes à l'avance. » Hilton Senior loua Cotronny en disant « Il y a eu des moments où j'avais besoin d'argent pour le loyer. Il était toujours là, sans poser de questions. Il a aidé beaucoup de boxeurs amateurs et des équipes amateurs. » Cotronny déclara aux médias de l'époque « Je ne suis pas un joueur et je n'ai jamais mis un centime sur les Hilton. Je veux juste que les garçons aient de l'argent parce qu'il faut voir comment ils ont souffert quand ils étaient jeunes. Les gens savent ce que je fais pour les gens pauvres, pas seulement pour les Hilton. » Ciuffi, qui avait témoigné contre Cotronny devant la commission Bernier, fut assassiné dans son bureau de Montréal le 15 octobre 1985.
Le journaliste Claude Poirier écrivit en 2019 que Choufi lui avait révélé, peu avant son meurtre, qu'il recevait des menaces de mort de la part de personnes liées à la famille Cotroni, mécontent de ses critiques sur l'influence de Cotroni sur la famille Hilton. Le 8 décembre 1987, Cotroni plaida coupable de meurtre concernant les charges de meurtre qu'il affrontait en raison du témoignage de Simard. En juin 89, Cotroni perdit son combat judiciaire contre l'extradition et accepta de faire face aux accusations dans le Connecticut, à condition de purger sa peine au Canada. Deux des fils de Cotroni le suivirent dans les affaires familiales. Francesco Franchi Cotroni Jr. était proche d'Alan The Wessel Ross du West End Gang. En plus d'être accusé de servir de liaison avec le West End Gang, Franchi Cotroni fut également inculpé le 10 octobre 1986 en tant que complice du meurtre de Giuseppe Montegano, survenu le 14 juin 1981. Le ministère public affirma que Simard avait tué Montegano sur ordre de Franck. Le 15 janvier 1988, Franchi conclut un accord de plaidoyer avec la couronne, plaidant coupable de meurtre, et purgea une peine de 3 ans de prison. Le 17 avril 1996, Franck fut à nouveau arrêté pour trafic de drogue. Il conclut un accord de plaidoyer acceptant 8 ans de prison en échange de son plaidoyer de culpabilité, mais il fut libéré sur parole en octobre 2000. En 1996, Franck Cotroni fut accusé de complot pour importer 180 kg de cocaïne au Canada. Il fut libéré de prison en 2002, après avoir purgé 4 ans d'une peine de 7 ans. Le 27 août 1998, son fils Paolo fut abattu dans l'allée de sa maison par 2 tueurs à gages, Gérald Galland et Gérard Hubert. Au départ, la police enquêta sur une hypothèse selon laquelle Paolo Cotroni avait été tué à cause d'une dette de 250 000 $ qu'il devait à un syndicat criminel asiatique. Cependant, le gang de motards Rock Machine devient par la suite le principal suspect dans le meurtre. Paolo avait eu des liens avec les Hells Angels, rivaux des Rock Machine, et était ami avec Scott Steiner. Avant sa mort, il avait été averti par le membre des Rock Machine, Johnny Pleccio, d'arrêter ses affiliations avec les Hells. Le 26 mars 2009, Galland témoigna avoir tué Paolo sur ordre de Frédéric Fauché et Marcel Lemaire Demers, les leaders de la section des Rock Machine à Québec, dans le cadre d'un contrat de meurtre de 20 000 $. Le 30 juin 2002, Franck Cotroni fut arrêté pour avoir violé ses conditions de liberté conditionnelle en rencontrant des hommes ayant un casier judiciaire dans un resto italien. Il fut cependant relâché en août 2002. Au cours des 2 dernières années de sa vie, Franck Cotroni publia un livre de cuisine intitulé « Cuisine des souvenirs et recettes », édité par une filiale de Québecor Media. Le livre incluait des recettes de spaghettis et de pizza, mais aussi des plats traditionnels québécois, tels que les fèves au lard. Dans l'avant-propos, Cotroni évoquait des souvenirs d'enfance liés aux repas italiens faits maison et aux plats délicieux servis dans les restaurants et cabarets locaux. Bien qu'il n'évoquait pas ses liens présumés avec la mafia, il faisait allusion à son passé criminel dans la préface. Ce livre n'est pas une autobiographie, même si certains souvenirs que j'ai partagés touchent à des périodes spécifiques de ma vie, déclarait-il. Le 17 août 2004, Franck Cotroni mourut d'un cancer du cerveau à l'âge de 72 ans.